Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en 2020. La situation sur la Terre est catastrophique. La situation sur la Terre est catastrophique. La pandémie du COVID-19 a bousculé les petites habitudes de la population mondiale et a déboussolé l'économie des pays riches. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Dans l'écriture de ce topo sur la pandémie, je me suis penché sur des statistiques. Beaucoup de statistiques. Nul besoin de vous dire que j'en ai fait une indigestion. Je suis tombé malade durant ce confinement. Non pas malade du coronavirus, mais malade de ses effets sur notre quotidien. Malade d'en entendre parler. Malade de constater les mesures drastiques qui nous ont été imposées. Malade de voir le comportement des gens changer. Malade de voir que certains en ont perdu leur humanité. J'ai séparé ce topo en 4 grands axes. Les statistiques, la démesure, l'autorité et la créativité. On commence. Partez pas maintenant. Faites-vous-en pas. Ça va bien aller. En vrai, j'ai pas creusé tant que ça. Et pour être franc avec vous, j'ai reporté l'écriture de ce topo bien longtemps, en particulier à cause de ce point, les statistiques. Dans une situation de pandémie comme celle-ci, comme média, pour se donner de la crédibilité, beaucoup sortent des statistiques. Ça fait professionnel, ça fait crédible comme média. Eh bien, comme la moitié d'entre vous considère que la télé communautaire, ce n'est pas sérieux, je vois pas pourquoi moi-même, je me prendrais au sérieux en vous refilant les mêmes statistiques, les mêmes chiffres que tous les autres médias vous ont refilés durant tout le temps du confinement. Je termine les statistiques seulement en vous demandant: la grippe A, H1N1 et l'influenza, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, la démesure. Vous allez me dire, mais Marc-André, qu'est-ce que tu veux dire par la démesure? Tout d'abord, ceci. Nous sommes en guerre. Ouais. Ensuite, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ici on parle de 2 mètres de distance et qu'en France, on parle de 1 mètre de distance? Est-ce que c'est parce que le virus est beaucoup moins fort en Europe? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les files d'attente, on a 2 mètres en avant et en arrière de soi. Mais sur les côtés, pour expliquer la démesure qu'on vit depuis quelques mois, je vous place un extrait du youtubeur québécois Thomas Gauthier qui nous parlait il y a 1 an de l'heuristique de disponibilité. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est à cause d'un concept en psychologie appelé l'heuristique de disponibilité, qui est une manière bien complexe de dire qu'on juge la probabilité d'un événement à se produire par rapport à la facilité avec laquelle on est capable de se la représenter mentalement. Donc, puisque les médias mettent tellement plus d'accent sur les accidents d'avion, eh bien, c'est très facile de se les représenter mentalement, ce qui fait qu'on peut être biaisé quant au réel danger de prendre l'avion. Au même titre que si tu te fais constamment répéter qu'il y a des méchants immigrants qui essaient de venir te tuer, ben, probablement que tu vas finir par le croire. Bon, ensuite, le projet de loi 61, que voici. Ce serait trop long à lire, donc pour tous ceux qui vivent dans une grotte depuis 6 mois, ben, je vous invite à le consulter. En bref, ça consisterait à donner le pouvoir au gouvernement d'accélérer plein de processus administratifs dans leurs objectifs de campagne électorale, tout en passant par-dessus plein de processus votés à l'Assemblée nationale. Ce serait un peu antidémocratique, non? Le rapport avec le COVID-19? Avec le projet de loi 61, le gouvernement pourrait prolonger les mesures sanitaires pendant encore 2 ans, ce qui nous mènerait aux prochaines élections provinciales. J'achève pour la démesure, inquiétez-vous pas. Mais d'abord, je vais vous partager 2 anecdotes qui démontrent bien l'exagération du confinement et de la distanciation. Première anecdote, une amie avec qui j'ai été au secondaire, que j'ai perdu de vue malheureusement, a partagé sur sa page Facebook il y a de ça quelques semaines. Je trouve ça difficile le confinement. Je veux rester réaliste, solidaire, critique, mais je veux aussi garder ma bonne humeur et ma santé mentale. Tout ce qu'on voit passer sur nos réseaux sociaux sont les chialeux, les bousilleux, les critiqueux, les nouvelles défaitistes et le sensationnalisme. Pas de farce, je m'ennuie des vidéos de chats, des photos de bébés puis des recettes de shooters. On a bien peu de contrôle sur cette pandémie, mais on en a sur notre réponse à celle-ci. Vivre de l'anxiété, de la colère ou de l'inquiétude est bien normal.
Mais est-ce qu'on prend vraiment les bons moyens pour aller mieux? On les connaît, les aberrations, les incohérences. Il y en a toujours eu. Rendu là, est-ce que les publier 10 fois par jour changera quoi que ce soit? Est-ce vraiment le bon moyen? Deuxième anecdote. Ma belle-mère a vécu une aberration en allant à l'épicerie il y a quelques semaines. En se rendant à la file, elle s'est pris le pied dans un dos d'âne. En tombant, elle s'est ouvert les genoux. Ça saignait assez et ça faisait assez mal au point qu'elle n'était pas capable de se relever d'elle-même. Les gens de la file se sont approchés d'elle, mais pas trop, en vue de lui porter secours. Jusqu'ici, tout est normal, mais les gens n'ont rien fait. Ils n'ont pas essayé de l'aider à se relever, à cause de 2 mètres de distance. Après plusieurs minutes, un employé est finalement arrivé dans le stationnement et une fois à l'intérieur, dans l'infirmerie, ma belle-mère a dû s'administrer elle-même les premiers soins. Est-ce que vous trouvez ça normal comme situation? Est-ce que les mesures d'hygiène imposées impliquaient que les gens devaient perdre leur humanité? Moi, j'ai lu ça nulle part. On passe de la démesure à l'autorité. Et ce n'est pas naïvement que j'ai placé ces 2 sujets côte à côte. Ça fait quelques paragraphes que vous m'écoutez et peut-être que vous vous dites que je rejette la faute de la démesure sur les médias. Tout n'est pas dû aux médias, parce que peu importe l'information qu'ils vont diffuser, l'auditeur reste libre de croire ce qu'il veut. Croire ce qu'il veut. On croit souvent ce qu'on veut croire. Ça nous conforte dans notre opinion. Et je m'exclus absolument pas dans cette information-là. Toutefois, on est davantage enclin à croire une information si elle vient d'une figure d'autorité. À titre d'exemple, voici le dernier courrier municipal pistolois. Bon, j'aurais pu le mettre dans la démesure, mais je me suis dit qu'une municipalité, c'était un très bon exemple de figure d'autorité. Quand une figure d'autorité veut partager une information de cette ampleur, de cette gravité, la métaphore est rarement le bon choix. Nous sommes en guerre. Les figures d'autorité sont des personnes humaines. Par là, je veux dire qu'elles peuvent se tromper. Même les figures d'autorité ont des failles. C'est normal. La situation évolue constamment, les statistiques aussi. Par conséquent, il est déconseillé de mettre toute sa foi dans les paroles de cette autorité. Et je m'inclus là-dedans. Croyez-moi pas sur parole. Je peux me tromper de tout ce que je vous ai dit depuis le début, et ce, malgré mon statut de reporter télé. J'ai mon parcours de vie, j'ai mes opinions, j'ai mes expériences qui influencent mon discours. C'est pareil de votre côté. Vous avez votre parcours de vie qui vous est propre, vos opinions, vos expériences qui vont influencer la manière dont vous allez interpréter l'information que vous allez recevoir. Je vous explique rapidement ce dont je suis incapable, une expérience liée à la soumission à l'autorité. Dans les années 60, un psychologue social du nom de Stanley Milgram a voulu tester la capacité des gens, et on parle d'une centaine de candidats, à appliquer les ordres qui viennent d'une figure d'autorité. On était dans l'après-guerre. Les gens se souvenaient encore des atrocités. Et Milgram s'est questionné à savoir qu'est-ce qui poussait un simple soldat à s'embrigader et à simplement exécuter les ordres qui étaient de tuer des civils innocents. Il passe une annonce pas trop détaillée dans le journal, il recrute des candidats qu'il positionnera stratégiquement en tant que questionneur et placera un faux élève complice pour répondre aux questions. Celui-ci, le complice, était attaché à une chaise avec des électrodes. Des faux électrodes. En bref, le questionneur soumettait des exercices de mémoire au faux élève et quand celui-ci ne répondait pas correctement, Milgram, alors habillé d'une blouse blanche à titre de scientifique de l'expérience, demandait au candidat d'envoyer une décharge électrique au faux élève. Et plus l'expérience avançait, plus la décharge augmentait. 165 volts. Time. Au final, ce sont 62% des candidats qui ont appliqué les ordres jusqu'au bout, et lorsque l'un d'eux se rebellait, Milgram insistait pour qu'il poursuive l'exercice. La blouse blanche, ça marche à tous les coups. Vous vous dites sûrement que c'était une autre époque, qu'aujourd'hui ça passerait pas. Détrompez-vous. En 2009, une équipe de France Télévisions a reproduit l'expérience de Milgram sous forme de jeu télévisé. Ça s'appelait la zone extrême. Le scientifique, la figure d'autorité, était remplacé par une animatrice télé et un public était même complice. Encore une fois, quand les réponses du faux élève étaient erronées, le candidat questionneur devait envoyer une décharge de plus en plus grande. Au final, 80% des gens se soumettaient à l'autorité.
soit près de 20% de plus que dans les années 60. Quand il se rebellait, la présentatrice insistait comme quoi qu'il ne devait pas se laisser impressionner. Et quand c'était pas assez, en dernier recours, le public complice tapait des mains en criant de continuer. En bref, mon lien avec le confinement et les mesures de distanciation est assez simple. Même si les mesures d'hygiène sont ridicules pour certaines ou incohérentes pour d'autres, quand l'ordre vient d'une figure d'autorité, soit un médecin ou un gouvernement, la grande majorité des gens vont se soumettre à l'ordre sans se poser de questions et sans contester l'autorité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de précautions. Ce que je dis, c'est que le port d'un masque dans une voiture alors qu'on y est seul, c'est inutile. Ce que je dis, c'est que laver ses fruits et légumes en revenant de l'épicerie alors que tout y était aseptisé, c'est ridicule. Il faut penser par soi-même. C'est essentiel. Pour le dernier axe de ce topo, moins de blabla de ma part. Enfin! Je vous présente tout d'abord le court-métrage d'un réalisateur québécois, Jean-David Jutras, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, L'épicerie. Ça fait 3 heures j'attends, asti. Ok, je comprends le principe d'attendre une couple d'heures pour aller voir Jean Leloup ses plaines sur le moche, mais là, 3 heures pour aller faire l'épicerie, on s'entend qu'on n'est pas dans la même catégorie de fun, c'est. Est-ce que vous avez des symptômes de grippe? J'ai toussé hier, ça compte-tu, ça? Ça compte pas. Non. Est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un infecté du COVID-19? Et là, j'ai croisé 150 personnes à m'amener. C'est déjà sais-tu, moi? Non. Est-ce que vous avez visité une ferme durant les 14 derniers jours? Eh voyons, je suis rendu aux douanes puis je le sais pas. Non. C'est beau, vous pouvez y aller. Voyons, c'est non mais stressant, ce calice. Il m'a restitué des bananes. Ah, il m'en reste en masse. Non, merde, j'y ai touché. Penses-tu que quelqu'un m'a vu? Faut que je les prenne, faut pas que je les prenne. Ah, merde, il y a quelqu'un qui m'a vu. Fuck off, prends-les. Voyons, si, pourquoi tout le monde me regarde de même, c'est bien gossant. C'est à cause des bananes? Je les ai pris, les bananes. Ah, si, je suis dans le mauvais sens des flèches, calice d'épée. Ah, fuck, je passais dans le maillot. Donc, qu'est-ce que je fais, là, je recule dessus? Faut que je fasse le tour d'aller au complet. Ah, de la marde, là, laisse ton chariot ici, puis vas-y. Interdiction de laisser son chariot pour faire le tour. Ah, ce petit truc. Hey, ça fait 5 minutes, tu niaises, t'apprends-tu ton asti de relish? Il n'y en a pas une sorte meilleure que l'autre. Je vais à mayonnaise, je sais à côté, tosse, toi, ici. On dirait que je suis pogné dans un jeu de serpent-chèvre. Ah, faut que je recommence au début. Non. Pogne pas maillot du devant, c'est sûr qu'il y a le COVID. On pogne celle-là dans le fond. Je suis dans le bon sens des flèches, là. Ah, c'est bon. Bon, il n'y a plus de farine, là. C'est quoi le trip, là? Tout le monde s'ajoute Ricardo puis fait son propre pain. Il me semble que ça lui s'est tablé de faire job, là. C'est bon, du pain sandwich? C'est bon, du pain sandwich? C'est comme pas bon, personne ne me l'a dit. Hein? Fuck off, prends pas ça. Check-lui pas dans le bon sens des flèches. C'est petite cave. Ah, c'est encore moi qui est pas dans le bon sens. Ah, c'est plus de PQ. Bon, plus de pâtes, plus de patates, plus de pogo, plus de pépites de poulet. Faut vraiment que j'apprenne à cuisiner. Je vais perdre 5 heures de ma vie pour un pot de maillot et des bananes. Méchant snack, pareil. Ça va être bon. Tu parles là chez nous? Ben non, c'est par là. Ben trop tourné dans l'épicerie, je suis toute mêlée. Ça me prend dans une coupe de flèches. Ouais, je pourrais peut-être aller sur le site de Ricardo. Il y a sûrement une recette banane maillot. Ouais, bon plan. Et finalement, pour conclure ce topo tout en humour, afin d'alléger l'ambiance générale, je vous propose un petit florilège des activités les plus originales que des gens d'un peu partout dans le monde ont trouvé à faire durant le confinement. Donc prenez soin de vous, sans trop vous aseptiser. Vous savez, les produits chimiques, ça brûle les neurones. Et surtout, de grâce, pensez par vous-même.
sono stanco e stufo. No, non puoi uscire, No, vado a papà. prendere un caffè, ciao. Dove vai? Vado a prendere un caffè. E tanto è tutto chiuso. Scusi, è aperto il bar. Sì, prego. Si può avere un caffè? Va bene, signore. Grazie.